va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Michael Carminati. Aujourd'hui, on va parler de Vecta, l'alternative à Training Peaks. Parce que depuis des années, Training Peaks s'est imposé comme un standard pour planifier, analyser, structurer son entraînement. Mais le cyclisme a changé. On a plus de données que jamais. Et pourtant, on ne comprend pas forcément mieux comment on progresse. Est-ce que le modèle actuel a atteint ses limites? Est-ce qu'il faut repenser la manière dont on s'entraîne et dont on lit nos données? Vecta arrive justement avec cette ambition, proposer une autre lecture de la performance, plus globale, plus connectée, plus évolutive. Avec mon invité, on va confronter ces deux visions, celle qu'on connaît depuis des années et celle qui pourrait bien changer notre manière de nous entraîner. Pour en parler, j'accueille Paul-Antoine Girard. Salut Paul-Antoine. Salut, merci de me recevoir. Merci d'être venu ici dans nos locaux à Grenoble. Avec plaisir. Paul-Antoine, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être te présenter. Alors, ancien athlète fondeur, c'est ça? Exactement. Je pratiquais le ski de fond jusqu'à mes 19 ans, exactement. Ski de fond que je pratiquais en compétition pour le club de la Clusaz. Et puis après, je me suis dirigé du coup vers des études de mathématiques, data science, AI à Paris, à l'école polytechnique, et auquel j'ai rencontré ensuite mes associés qui m'ont lancé sur cette voie entrepreneuriale. Ok. Et tes associés, donc combien d'associés? 2 associés. Alors, on parle de l'entreprise Vecta, Oui, ou plutôt de la start-up Vecta. Startup Vecta. Donc, petite structure, mais tu me disais hors antenne que vous êtes déjà un paquet à travailler dedans. Nous sommes 10 D'accord, aujourd'hui. ok. Alors, ça reste une start-up, c'est ce qu'on appelle du cash burn. Exactement. Les levées de fonds que vous avez déjà faites, on peut en parler un petit peu? C'est confidentiel? Tu peux nous expliquer un petit peu? Pour l'instant, c'est assez confidentiel et quelques noms sont sortis, mais pour l'instant, c'était une levée qu'on a effectuée en 2024 et là, on prépare justement bientôt notre deuxième levée de fonds. On va parler d'un sujet, enfin, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Avant de plaisir. présenter Vecta et en quoi Vecta pourrait ou peut ou est une alternative au fameux leader Training Peaks. Déjà, comment on se lève un matin? Alors, on sait qu'il y a déjà Nolio qui est allé attaquer, c'est un bien grand mot, mais concurrencer Training Peaks. Pour moi, vu de loin, Nolio a toujours été un acteur qui a parlé français plutôt que Training Peaks. Mais ça reste du Training Peaks. Sur la conception en elle-même, attention, hein, c'est pas rabaisser Nolio, hein, je respecte tout à fait son travail, mais en gros, Training Peaks avait un problème à l'époque, c'est que c'était tout en anglais. Donc ça éliminait pas mal de gens qui ne parlaient pas forcément anglais. Nolio est arrivé avec une plateforme Training Peaks mais francisée. Aujourd'hui, il y a plein d'autres fonctions. C'est un bon produit. Ils sont partenaires de la Fédé. Enfin, ils ont fait leur percée. Aucun a priori négatif, en tout cas sur la plateforme. Mais c'est sur le même système. C'est pour ça que chez les pros aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'utiliser Training Peaks. Et je vais parler de Training Peaks ici. N'y voyez pas un rabaissement de Nolio en tout cas. Mais pourquoi s'attaquer à ce modèle Training Peaks qui est aujourd'hui leader, hein, très clairement chez les équipes pro? Oui. Tu as des petites anecdotes là-dessus, tu nous expliqueras justement. Mais qu'est-ce qui fait qu'un matin, toi et tes associés, vous levez et vous dites Training Peaks, on va s'y attaquer parce qu'on peut en tout cas apporter mieux? C'est une très bonne question. Déjà, ça s'est pas fait en un jour et ça s'est fait dans l'évolution, mais la genèse de tout cela, c'est que on a tous, en tout cas mes associés et moi, été pratiquants. On avait tous notre montre Garmin, notre compteur GPS, capteur de puissance, etc. L'idée, c'est qu'on récupérait des données, mais qu'est-ce qu'on faisait réellement de ces données dans notre pratique et à quelle mesure ça nous servait pour mieux performer? Et aussi dans un monde et une ère où le nombre de capteurs explose, que ce soit les capteurs pour mesurer la glycémie, pour mesurer la température corporelle, des capteurs de plus en plus précis, de plus en plus complets. Et donc la question est là, quand nous, on était encore en train d'étudier les évolutions au niveau de la data science, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on peut pousser justement la connaissance qu'on a de notre corps et de notre évolution, et derrière d'être capable de prendre soit de meilleures décisions et d'augmenter juste notre performance grâce à une meilleure compréhension de notre physiologie grâce aux données. Parce que tu estimes qu'aujourd'hui, un modèle Training Peaks a atteint ses limites. Je pense que ça a atteint ses limites dans le sens où, à la base, Training Peaks a été créé au début d'Internet dans un modèle où c'était de permettre aux coachs justement
de communiquer avec les athlètes d'une certaine manière, ensuite de récupérer les données des séances et de pousser le plan d'entraînement de l'athlète. Donc ça a été construit sur une base qui était principalement de communication et de récupération des données. Aujourd'hui, on arrive dans une ère où déjà les plateformes technologiques ont énormément évolué, une ère de l'IA où on en attend plus et d'avoir aussi quelque chose qui est disponible tout le temps, mais aussi des informations beaucoup plus poussées. Et dans une ère où aussi on a beaucoup plus de capteurs, que ce soit par exemple sur tout ce qui est sommeil, récupération, alimentation, qui du coup on a quand même cet intérêt de corréler ça avec l'entraînement et du coup de pouvoir avoir un moyen de mettre tout cela en relation au même endroit. Comment tu positionnes le facteur humain? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de coachs qui travaillent avec Training Peaks te disent, nous, le capteur de puissance, c'est une data super fiable. La glycémie, enfin toutes ces données intrusives aussi qu'on met dans le corps, c'est des datas fiables. Il y a d'autres datas qui le sont moins, c'est-à-dire que très clairement, je vois que tu as un anneau autour de ton doigt. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la HRV, sur toutes ces choses-là qui sont plus ou moins fiables. On a vu un podcast d'ailleurs avec Sam Bellenou à ce sujet qui nous disait moi, j'aime bien tester, mais aujourd'hui, voilà, à part le capteur de puissance, qui est une vraie information, le reste, j'y vais modérément sur les infos et il nous disait: «Mais moi, ce qui est de plus en plus important, c'est de réintroduire l'humain» et toi, là, en intro, tu nous dis: «Moi, il y a de plus en plus de data et j'aimerais justement être plus performant dans les analyses». Mais ma question, c'est, à l'heure où beaucoup de coachs s'inquiètent plus de l'humain, de la relation, c'est-à-dire que très clairement, d'accord, tes chiffres aujourd'hui, ils me disent qu'il faut que tu t'entraînes. Par contre, moi, je sais, en ayant discuté avec toi, qu'il vaudrait peut-être mieux que tu restes sur le canapé, voire que tu ailles faire une balade en centre-ville, ça va plus te détendre. Et toi, tu es en train de me dire, moi, je veux encore plus analyser les datas. Tu places où le facteur humain, justement? Et justement, nous, l'objectif, c'est de trouver le bon équilibre entre ce côté données et ce côté facteur humain. Donc, trouver dans certaines mesures où est-ce que les données et l'IA performent mieux que l'humain et où est-ce que l'humain performe mieux que n'importe quel système d'IA. Et donc, c'est justement arriver à regrouper au sein du même écosystème, au sein de la même plateforme, les athlètes, leurs coachs et la technologie. Et donc, permettre d'utiliser la technologie quand c'est pour gagner du temps, pour faire des analyses beaucoup plus poussées et rapides, mais de garder justement toute cette partie humaine avec le coach humain qui permet de comprendre l'athlète sur sa psychologie, sur sa motivation, d'être là pour pouvoir l'écouter, lui faire des retours, parce qu'il y a une grosse partie quand même de l'entraînement qui est justement l'échange avec son coach et qui sera, pour l'instant en tout cas, ne sera pas remplacé par la technologie et c'est quelque chose auquel nous on croit fortement et c'est pour ça qu'on est parti sur ce modèle et concurrencer TrainingPeaks, c'est qu'on veut permettre de trouver la nouvelle place et la nouvel équilibre entre les entraîneurs, les athlètes et la technologie. Mais pas de faire, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup, il y en a beaucoup d'offres disponibles aussi, où c'est directement la technologie et les athlètes qui sont en contact et on sort complètement de ce modèle, humain avec les coachs. Nous, c'est vraiment de garder les 3 ensemble, mais d'arriver à bénéficier quand même de ces avancées technologiques, comme n'importe quelle autre industrie, disponible. Quel est, selon toi, le plus gros défaut de ces plateformes? Donc, principalement Training Peaks. Quel est son plus gros défaut aujourd'hui? Nous, souvent, ce qu'on essaye d'apporter, c'est surtout sur l'expérience utilisateur et sur quelque chose qui est moderne. Si on s'attelle justement à notre cher concurrent TrainingPeaks, c'est que ça reste une plateforme développée dans les années 2000 sur des process du début d'Internet, donc avec un traitement des données reste sur des technologies assez anciennes. Et du coup, ce qui apporte souvent de la lenteur, des bugs sur une expérience utilisateur qui est vraiment pas optimisée et qui reste aussi un produit. Que les coachs adorent parce que ça leur permet de bien faire leur travail et d'utiliser au mieux, hem, les données qu'ils reçoivent et communiquer avec leurs athlètes, mais que beaucoup d'athlètes trouvent que l'expérience n'est pas aussi optimale et que, par exemple, rien que l'application mobile n'est pas forcément utilisée et donc l'idée, nous sur lequel, l'axe sur lequel on se concentre, c'est vraiment se concentrer sur l'expérience utilisateur pour les coachs, pour les aider à créer des business qui grossissent de manière, tenable et facile et d'un autre côté, de permettre aux athlètes de vraiment comprendre leurs données, de communiquer facilement avec leur coach et d'être dans tout ce qui est actuel, que ce soit, communiquer grâce à des audios, avec des vidéos, d'échanger, de pouvoir échanger avec des agents IA qui nous font des retours sur nos séances, mais
d'avoir tout ça dans le même écosystème et au même endroit. Alors, on languit de te poser la question, mets Vecta dans tout ça, mais encore un petit peu de patience. Du côté, user case, cette fois-ci, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les cyclistes, parce que c'est de ça qu'on parle, comprennent toutes les datas qu'ils collectent? Mmh. C'est une bonne question. Je pense que cela dépend déjà de quel cycliste, on parle. Hem, je pense que tous ceux qui sont habitués en tout cas à la puissance et à gérer, à avoir une moyenne de puissance, une puissance normalisée, une FTP, comprennent ces valeurs et ont des références. Mais après, il y a des concepts qui commencent à être plus poussés autour de la résistance à la fatigue, de la durabilité qu'on appelle beaucoup et qu'on entend beaucoup maintenant en World Tour, mais aussi sur la dépense énergétique et cetera, où parfois on a beaucoup simplifié et justement c'était le rôle il y a quelques années de vouloir vraiment simplifier pour se rattacher à des métriques qu'on connaît. Et maintenant qu'on a l'avantage d'avoir la technologie qui peut tout rassembler et nous résumer tout cela, ça peut nous permettre d'aller plus loin et de comprendre des choses qui n'étaient pas aussi compréhensibles avant. Aujourd'hui, en 2026, lorsqu'on ouvre internet, on va trouver, des personnes, alors de la saucisse qui comprend rien, qui s'est dit: «Moi je fais beaucoup de vélo, je vais faire des plans d'entraînement», Voilà, jusqu'aux coachs, qui ont vraiment de la bouteille et de l'expérience, mais qui ont aussi des plans d'entraînement à vendre. bien sûr. Est-ce que ce modèle, analyse plus plan d'entraînement ou plan d'entraînement plus analyse, il est encore, efficace selon toi aujourd'hui? Moi, je pense que le modèle de plan d'entraînement est légèrement passé dans le sens où aujourd'hui, on s'attend qu'il y ait beaucoup d'adaptations, que ce soit à notre mode de vie, à notre évolution et que ce soit soit pas quelque chose de fixe, mais que ce soit quelque chose qui évolue avec nous. Et à l'heure d'aujourd'hui, on entend beaucoup d'athlètes et il y a beaucoup de débats sur l'utilisation, par exemple, de ChatGPT ou de ce type de modèle de langage sur lequel les athlètes peuvent facilement aller demander un plan d'entraînement. Et la question, c'est de savoir est-ce que ce plan est meilleur que le plan d'un coach qui entraîne des athlètes en World Tour. Donc je pense qu'il y a, la connaissance derrière ces plans qui est très importante et ce qui vient des coachs, mais que la façon dont elle est délivrée aujourd'hui ne correspond plus aux attentes des athlètes. Donc oui, je pense c'est un modèle qui doit évoluer. Alors justement, le vif du sujet, c'est ça. Vecta, donc déjà la première chose, c'est une plateforme en ligne, on est d'accord? Oui, Donc site internet, application mobile. les deux. OK. Parle-nous déjà de la genèse de ça. C'est-à-dire comment vous avez conçu Vecta? Et après on va venir à votre modèle de rupture, mais comment vous avez conçu Vecta et comment vous l'avez imaginé à la base? Donc à la base, c'est parti donc pendant nos études, à la fin de nos études, le concept, c'était de dire, on avait accès à beaucoup de données, notamment de la plateforme Strava, de nombreux athlètes et c'était de comprendre est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour, créer des plans d'entraînement automatisés, personnalisés, qui évoluent avec, notre évolution et cetera. On s'est beaucoup renseigné sur le secteur, fait beaucoup d'échanges avec, les coachs, notamment plusieurs équipes World Tour et en fait, on s'est rendu compte que l'utilisation des données n'était pas aussi poussée que ce qu'on pensait et du coup, à force d'échanger avec les équipes, World Tour, on s'est rendu compte que on pouvait peut-être déjà apporter à ce niveau-là de l'expertise et du coup, de leur apporter quelque chose à partir plus d'un axe, traitement des données. Là où habituellement dans les équipes retour, c'était plus des profils, en tant que, scientifiques en tout cas plus du coaching ou alors, venant de la physiologie et que nous avec cet angle plus ingénieur et traitement des données, on pouvait apporter autre chose sur la prédiction de performance ou rien que sur les insights, pardon pour mes anglicismes, qui venaient de ces données. Et donc, on a commencé en fait à bosser dès la première année avec des équipes World Tour, notamment l'équipe Arkea Samsic qui est une des premières à nous avoir fait confiance, à développer des modèles, que ce soit prédictifs. On a beaucoup travaillé, par exemple avec, l'équipe Jayco Alula sur, le Tour de France avec Simon Yates, pour, être capable de prédire ses puissances, par exemple dans les cols, des étapes de montagne pour justement améliorer le pacing, la stratégie de l'équipe et aussi de savoir chaque matin dans quelle situation quelle forme, il était par rapport, à ses dernières données disponibles. Et nous derrière la principale motivation derrière ça, c'était développer notre expertise et développer la technologie qui est derrière Vecta
et dans un deuxième temps, développer aussi une marque forte, une marque qui travaille avec les meilleurs et qui permet aux meilleurs d'aller décrocher des nouveaux records, d'aller toujours plus vite sur les étapes de vélo et donc de faire partie de ce mouvement qui aide l'évolution du sport vers le haut. En quoi, si on rentre plus dans le détail, parce qu'aujourd'hui, avec Training Peaks, pour les coachs, il y a quand même un outil qui s'appelle WKO, qui est quand même ultra performant, ultra prédictif. Alors, c'est toi qui vas me dire justement la différence, mais en quoi ça se diffère de ça, du coup? J'invite les auditeurs à aller voir à quoi ressemble WKO, mais on parle d'un logiciel qui a été développé pour la première année, je ne sais plus exactement la première année, mais dans les années 2000. La Mhm. dernière mise à jour date de 2019, il me semble. Et du coup, c'est un logiciel qui est complètement dépassé en termes de là où en est la technologie aujourd'hui. C'est-à-dire que n'importe quel utilisateur qui se retrouve dessus a l'impression de retourner sur un Windows des années 2000 et qui n'a pas du tout en fait réussi à évoluer avec son temps et Donc, ça veut dire que la première rupture, elle est déjà graphique. elle est déjà graphique. Ok. Et en fait, Et c'est un ce qu'on appelle logiciel. en informatique UX, c'est-à-dire que c'est la, alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la simplicité, l'ergonomie de navigation. Exactement. Ok. Et que du coup, les entraîneurs qui ont commencé à l'utiliser il y a déjà 20 ans sont très familiers, ont créé toutes leurs analyses, ont personnalisé beaucoup de graphiques, etc., à leur approche et à leur façon d'entraîner. Mais pour autant, ça arrive au bout d'un modèle parce qu'on n'est plus habitué à travailler avec cela et c'est des technologies qui maintenant aujourd'hui ne font plus sens. Dans n'importe quelle autre industrie, ce type de logiciel ne serait plus du tout utilisé. Donc, selon toi, c'est la zone de confort qui fait que je travaille depuis 10 ans avec Training Peaks. L'interface graphique est la même. C'est facile, je m'y retrouve. Mais ça veut dire que si toi, avec ta nouvelle interface, tu proposes quelque chose, tu vas faire gagner du temps concrètement? Gagner du temps, ça c'est Ok. sûr. C'est indéniable, c'est un des premiers retours des coachs qui utilisent maintenant Vecta, c'est le gain de temps au quotidien sur l'analyse. L'autre exemple concret, c'est que c'est des outils qui ne sont pas du tout sur le cloud, donc c'est tout en local sur nos ordinateurs. C'est quelque chose qui aujourd'hui nous paraît incroyable de ne pas être sur le cloud. Ok. Donc, l'interface, ce qu'on appelle SAS, c'est-à-dire connecté en permanence à Internet. Oui. Et puis, Et puis l'intelligence, c'est-à-dire que derrière, nous, c'est avoir développé une série d'algorithmes qui permet justement d'aller, par exemple, à la détection des intervalles dans une séance pour, faire gagner du temps au coach ou alors avoir des retours plus précis, retrouver des séances similaires, comparer automatiquement la séance d'aujourd'hui à une séance effectuée il y a 2 mois pour directement comprendre la progression de l'athlète et également tout un aspect de nouvelles métriques sur comment mesurer la performance, du fait que maintenant on a de plus en plus d'indicateurs et du coup, comment on peut simplifier ça pour l'utilisateur tout en ayant une précision qui est au top. donc, ce que tu es en train de me dire, en gros, c'est qu'aujourd'hui, l'importance, c'est plus la donnée, mais la donnée, elle fait quand même sens, puisque c'est le cœur du système. Mais toi, enfin, vous, avec Vecta, vous allez arriver à l'interprétation. Ça veut dire, ce L'interprétation. que tu es en train de me dire, c'est que un coach qui a une super expérience, je ne te parle pas des saucisses, encore une fois, qui se lance demain, mais un coach qui a une super expérience, euh, vous estimez qu'aujourd'hui, son interprétation, elle n'est pas bonne ou elle peut au contraire avoir beaucoup plus d'indicateurs et de variables? Justement, qu'elle peut avoir beaucoup plus d'indicateurs et de variables, dans le sens où souvent quand on discute avec des coachs, ils se disent un truc débordés du fait du nombre de sources de données disponibles et du coup, à quoi se fier, quoi regarder tous les matins quand ils gèrent et regardent leur dashboard avec les athlètes. Et du coup, c'est de leur permettre typiquement, de leur simplifier cette vue et directement leur dire: «Ah, attention aujourd'hui, voilà, tel indicateur est dans le rouge, fais attention à cela» et du coup, d'essayer de leur pré-mâcher comme, n'importe quel, travail où il y a des indicateurs, qui nous permettent de prendre de meilleures décisions. C'est en fait leur permettre de pré-mâcher, grâce à la technologie, le traitement des données des athlètes et d'en mettre plus, en comparaison pour que derrière ils puissent, eux, mieux faire leur travail. Est-ce que ça va même plus loin? Alors, j'ai lu des choses sur le site, mais tu me dis, vous êtes même en remise en cause des zones FTP,
Oui, de la FTP en elle-même. oui, Alors, il y a certains auditeurs là où on rentre un peu dans le détail, mais il y a des modèles zone FTP, c'est 3, 5 et 7, si je dis bien pas de sûr. bêtises, hein. Oui. Ça veut dire que vous remettez déjà en cause cette graduation-là, en quelque sorte? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est des termes qui ont été développés du coup à la même époque, dans les années 2000 par Dr Kogan avec Training Peaks, qui sont du coup des métriques qui ont été déposées par ce système et qui du coup, eux, ont réussi à l'imposer à toute l'industrie. Pour autant, la FTP, donc si on le prend souvent, c'est mesuré grâce à un test 20 minutes et que ça estime la puissance qu'on peut maintenir pendant 1 heure, mais ça représente un point de la performance. Et demain, prenons n'importe quel sprinter, il n'est pas forcément intéressé de faire développer sa FTP. Ce qui va l'intéresser, c'est de savoir la puissance qu'il peut développer sur 5, 10, 30 secondes. Et donc, déjà, la première question, c'est est-ce que la FTP, c'est la bonne métrique de mesure et de comparaison? Est-ce qu'on n'est pas plus, intéressé par comprendre quelle puissance on peut, tenir pour n'importe quelle durée? Et du coup, c'est là où nous on rentre le concept de puissance critique et de W prime qui permet de mesurer pour n'importe quel, cycliste qui a un capteur de puissance pour n'importe quelle durée, savoir la puissance qu'il peut maintenir et aussi sa capacité, anaérobique pour derrière pouvoir, la mieux utiliser, que ce soit sur le pacing, mais aussi comprendre ses forces et ses faiblesses, savoir où travailler et du coup directement donner beaucoup plus d'informations, que ce soit directement à l'athlète ou au coach. Mais juste une question, je prends une VO2 max. Par exemple, aujourd'hui, pour l'évaluer, on fait, alors il y a la méthode laboratoire, enfin hôpital, qui est la plus fiable. Ça, c'est pas remis en cause. On fait pour, la déterminer quand on fait ça dehors, on fait ce qu'on appelle un CP6. D'accord? Alors j'invite les auditeurs, on a fait enfin, on va sortir un podcast prochainement là-dessus, mais j'invite les auditeurs à aller sur notre site, chercher ce que c'est qu'un CP6, toutes ces choses-là. Mais du coup, si le CP6, il est basé sur une zone FTP. Du coup, vous, comment vous calculez cette VO2 max, à la volée comme ça? Alors le CP6, si je me trompe pas, c'est sur un test de 6 minutes, maximum. C'est ça. Au final, c'est donc la même chose sur le Je dis test. c'est ça de manière hyper aguerrie, je suis pas coach, spécialiste, mais, c'est effectivement l'information que j'ai, et telle quelle que je la retranscris lorsque je demande à des coachs. Voilà, c'est Voilà. ça. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont sorties qu'on peut, estimer en tout cas la VO2 max par rapport à la puissance qu'on peut maintenir sur, 6 minutes. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent ce test 6 minutes et qui derrière nous permet d'obtenir une valeur de VO2 max. Et nous, c'est la même chose, mais juste ce qu'on prescrit, c'est d'avoir un effort maximal, entre 5 et 10 secondes, ensuite un effort maximal sur 3 minutes et un effort maximal sur 12 minutes et que du coup, en fait, avec toutes ces durées, on arrive à modéliser toute la courbe de puissance de l'athlète, d'avoir sa valeur pour 6 minutes, parce que derrière on peut, estimer pour n'importe quelle durée et que du coup, ça permet de vraiment comprendre le profil de puissance de l'athlète, quel type d'athlète c'est. Est-ce que c'est un grimpeur? Est-ce que c'est plus un sprinter? Et du coup, derrière, pour un coach, de mieux comprendre, quels sont les axes à développer, où sont ses faiblesses. Est-ce qu'il faut changer la forme de la courbe? Est-ce qu'il faut augmenter toute la courbe en même temps? Et du coup, c'est d'avoir juste plus de points de mesure que simplement une valeur qui est la FTP et qui peut ne pas être cohérente si on a un objectif d'être meilleur sprinter. OK. Rappelle-moi les 2 valeurs que vous avez développées. W prime, c'est ça? Oui, W prime. W prime, OK. Alors c'est pas des valeurs qui ont été développées spécifiquement par Avecta, c'est des valeurs qui viennent de la littérature scientifique, qui sont utilisées en fait par les équipes professionnelles depuis, des années maintenant. C'est juste que le marché étant inondé par Training Peaks et les métriques qu'ils ont imposées, tout le monde s'est attelé à cette, FTP, mais la puissance critique et le W prime sont des valeurs, qui viennent de la littérature scientifique et que nous, on essaye juste, Vulgariser. de vulgariser et d'apporter cette science à n'importe qui. Alors, la question qui nous vient à l'esprit, c'est du coup pourquoi, les pros n'utilisent pas tout ça? Donc ça va être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. C'est comment ça se fait que, comme tu as dit, tu as travaillé avec, Arkea, Oui. Lidl Trek, je crois aussi, c'est ça? Alors on avait signé l'année dernière donc Arkea, FDJ Suez et Jayco Alula et on vient d'annoncer du coup ces dernières semaines donc, Lidl Trek, Decathlon CMA CGM et le team Total Energy. D'accord, et explique-nous juste une chose, ça veut dire que,
Les athlètes souvent sont coachés par un coach individuel. Oui. Donc quand tu dis on signe avec les équipes, c'est quoi? C'est les athlètes individuels, par exemple Paul Sexas c'est toujours avec Alexandre Paco, il utilise un logiciel, je ne sais pas lequel, pour communiquer. C'est quand tu dis on a signé avec les équipes, c'est-à-dire que tous les athlètes individuellement ont le logiciel mis à disposition? Oui, c'est qu'en fait, déjà, les coachs dans les équipes World Tour a pas mal évolué ces dernières années. Maintenant, on est vraiment sur une internalisation, c'est-à-dire que la plupart des athlètes World Tour sont entraînés par des coachs qui sont au sein des équipes World Tour et que du coup, nous, on devient partenaire de ces équipes et ça veut dire qu'on met à disposition tous nos services et notre savoir-faire à l'équipe, donc aux entraîneurs et aux athlètes. Donc, c'est-à-dire que tous les entraîneurs et tous les athlètes ont un compte Vecta et utilisent Vecta comme soit comme plateforme d'entraînement, soit sur d'autres analyses qu'on a développées avec eux, que ce soit sur de la prédiction de performance, que ce soit sur des plans de pacing pour les contre-la-montre, pour les étapes de montagne, pour les grands tours, que ce soit sur des comparaisons entre coureurs, que ce soit pour des projets de recrutement. Donc c'est vraiment sur toute la gestion de la donnée au sein d'une équipe, de la donnée de performance au sein d'une équipe de cyclisme. Vous faites des exports de Training Peaks que vous injectez dans Vecta, du coup? On n'a pas forcément besoin parce que les données proviennent de Garmin, de Wahoo, de Hammerhead, de Whoop, de Oura, de tout cela. Et donc, en fait, nous, en se connectant directement à ces capteurs, on peut récupérer directement l'historique des athlètes. Donc, il n'y a pas forcément besoin de passer. Alors, tu me racontais une petite anecdote hors antenne, c'est que la puissance financière de Training Peaks fait que, selon tes dires, Training Peaks est encore fort dans les équipes parce que c'est du contrat financier qu'il y a derrière? Ça dépend les cas, mais en tout cas, ils essayent de protéger leur collaboration, ce que je comprends et ce que je valorise. Nous, on va essayer de pousser, on continuera de pousser justement pour avoir le maximum d'équipes World Tour parce que on souhaite tous les aider et rendre cette technologie accessible à tous. Pour autant, forcément, on reste une start-up qui a été créée maintenant il y a 3 ans et qui, du coup, c'est le début de notre histoire avec beaucoup d'ambition et forcément, on s'attelle à quelqu'un qui est là depuis plus de 25 ans, il me semble, donc avec des ressources financières plus développées. Mais maintenant, la force de notre produit, la force de notre proposition et de l'innovation parle, ce qui montre déjà toutes les équipes qui nous ont rejoints. Et ce n'est que le début, vu ce qui s'annonce pour la suite. Euh, Parle-nous de l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA inonde les revues, les magazines. Enfin, c'est plus un fantasme collectif, mais très clairement, toi, moi, enfin n'importe quelle personne aujourd'hui s'en sert à son niveau. Ça va de écrire un mail à développer des applications, des choses comme ça. Euh, L'IA que Vecta utilise, clairement, c'est de l'IA comment ou quoi? Alors nous, c'est surtout des approches de machine learning qu'on a intégrées au sein de Vecta. L'idée, c'était de se mettre dans la peau d'un coach, de comprendre ce qu'il fait au quotidien et de comprendre comment, avec ces approches, on peut lui permettre de gagner du temps. Donc le premier point, par exemple, c'est sur l'analyse de séance. Donc c'était de comprendre qu'est-ce que fait un coach, c'est détecter les intervalles dans la séance, prendre les mesures de ces intervalles, comparer par exemple à la même séance qui a été effectuée il y a 2 semaines, mesurer la progression. Est-ce que la puissance a augmenté? Est-ce que c'est la même puissance mais une fréquence cardiaque par exemple qui a diminué? Et donc de pouvoir l'aider avec des modèles pour simplifier et automatiser tout cela pour que ça passe de 30 minutes à 5 minutes par séance. Mhm. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour un coach, c'est vraiment là qu'est la plus grosse perte de temps? La planification en amont, c'est pas forcément ça qui est le plus dur. La planification en amont, c'est pas forcément ça qui est le plus dur. Après, ça va dépendre des approches. Il faudrait plus demander à un coach en particulier. Et je pense que ça dépend beaucoup aussi de quel coach on parle. Parce que nous, on travaille aussi avec beaucoup de coachs World Tour et beaucoup de coachs d'amateurs. Donc forcément, en fonction de leur clientèle, ça peut être différent. Mais donc nous, il y a plusieurs points. Le premier point, c'était sur l'analyse. Le deuxième point, c'est sur la prescription et d'utiliser par exemple ces modèles de langage pour simplifier la création d'une séance par le coach. Et le troisième point, c'est plus sur l'aspect de la mesure de la performance, d'être capable de développer des nouvelles métriques, notamment sur la quantification de la charge d'entraînement. Pareil, jusqu'à présent, ce qui était très développé, c'était le TSS, qui est une métrique aussi basée autour de la FTP et par TrainPeaks. Et que du coup, nous, on apporte un nouveau concept qui est d'apporter la charge de l'entraînement en 2 dimensions.
Là où, par exemple, on peut avoir un TSS d'une valeur de 100, admettons arbitraire, mais ça peut être une valeur de 100 qui est constituée par 6 heures d'endurance en zone 2, très calme, sans aucun effort, face à 2 heures très très intenses avec beaucoup d'intervalles et qui donnera la même valeur de la charge d'entraînement. Nous, l'objectif, c'est de dire maintenant, on est capable de gérer beaucoup plus de données. Donc, au lieu de garder une dimension, passer en 2 dimensions et parler d'un côté de volume d'entraînement, un concept que n'importe quel, tout le monde comprend, et d'intensité. Et du coup, de mesurer le volume et l'intensité de l'athlète et modéliser à ça pour chaque séance, mais aussi sur le long terme, pour comprendre ce qui pêche chez certains athlètes. Et concrètement, ça veut dire que si on garde ton exemple de 100 TSS pour une séance de 2 heures intense ou une séance de 6 heures endurance, qu'est-ce qui sort comme deuxième dimension, justement? Et ben du coup, celle d'endurance qui va être un gros volume, mais avec une intensité très basse, et l'autre qui va être du coup avec un volume inférieur, mais avec une intensité très Oui, élevée. ça, j'ai compris. Et du Mais coup, du coup, sur le le long chiffre, terme, ça permet, de mieux comprendre, de modéliser comment a été distribuée l'intensité, donc la périodisation de l'entraînement. Donc avoir un athlète, par exemple, qui fait des efforts tous les jours sur son home trainer et qui fait beaucoup d'intervalles, bah, peut-être qu'en fait, c'est vraiment cette composante de volume qu'il faudrait plus développer. Et en fait, d'arriver à comprendre comment euh, l'athlète ou le coach a construit une saison, que ce soit en fonction de la base aérobique ou que ce soit plus en fonction de l'aspect intensité et des efforts anaérobiques qui peuvent être. mais le chiffre et la valeur concrète, donc si c'est 2 dimensions, qui sortent sur chacune de ces séances, c'est quoi, si tu devais donner un exemple? C'est par exemple, sur l'échelle de 0 à 100, l'intensité est un score qui va de 0 à 100 et qui est une comparaison du nombre d'efforts effectués au-dessus du seuil, qui est du coup, dans notre cas, la puissance critique, et du coup de mesurer le nombre d'efforts et l'intensité et la différence entre le seuil ces efforts pour arriver à un score global. Qui sur Vecta, donne-nous un score global, justement. Sur Vecta, ça correspondrait à quoi? Ça, pour une séance intense, ça peut aller à 80, 90, 95, et sur une séance d'endurance, peut être à 5 ou 10, par exemple. D'accord, ok. Ok, donc on a vraiment une variation énorme avec des valeurs différentes et donc une façon d'interpréter différente. Ok. Et qui prend en compte, par exemple, la température, l'altitude, parce que forcément, nous, on est face à des athlètes qui s'entraînent parfois au niveau de la mer, mais qui s'entraînent parfois à 2000 mètres d'altitude. Ça a un impact sur la physiologie, donc pouvoir prendre en compte cela dans nos modèles et du coup dans la quantification derrière du volume et de l'intensité. D'où le beaucoup plus d'informations mieux analysées. Exactement. D'accord, ok, je comprends mieux. Parce que demain, c'est facile de parler d'une puissance normalisée 300 watts, mais les conditions dans lesquelles ça a été réalisé sont incomparables. Moi, par exemple, je viens du ski de fond, on n'a jamais comparé aucune performance du fait que la neige et les skis ont tellement d'impact sur la performance en tant que telle, que ce soit sur de la neige très froide ou de la neige qui est transformée où on va être beaucoup plus lent. Bah, au final, en vélo, ça peut arriver dans les mêmes conditions, que ce soit un jour un col à 2000 mètres d'altitude avec 3 degrés face à un plein été à 45 degrés. Et du coup, de comprendre les facteurs limitants de l'athlète par rapport à cela et du coup, de prendre tout cela en compte dans nos modèles. D'accord, je comprends mieux. D'où la meilleure interprétation possible. Ok. Est-ce que l'IA que vous développez apprend de l'athlète? Alors, on n'en est pas là aujourd'hui encore. C'est clairement la direction où on veut aller. Pour l'instant, on était surtout sur des outils justement qui permettent de faire gagner du temps et de mieux comprendre les données qui sont collectées. La suite et l'évolution, et comme on le voit aujourd'hui dans l'industrie autour de l'IA, c'est de développer du coup ces modèles d'agents IA qui permettent d'effectuer des actions. Et du coup, nous, c'est là-dedans qu'on va, où c'est d'avoir des modèles qui comprennent de plus en plus l'individu qui est en face, l'athlète qui est en face, ses données, qu'est-ce qu'il a effectué dans le passé, qu'est-ce qui marche sur cet athlète, qu'est-ce qui ne marche pas sur cet athlète. Et que du coup, au fur et à mesure, les prises de décision, qu'elles soient directement par la technologie ou qu'elles soient par un humain derrière, soit l'athlète, soit le coach, puissent être de plus en plus précises et bien fondées. Jusqu'où vous pourrez automatiser? C'est-à-dire que tu viens de parler d'agent IA. On sait que plus on automatise, plus le risque d'erreur est important. Ça veut dire que la frontière, elle est où? Nous, souvent, l'objectif, c'est de faire des recommandations, donc proposer le choix, ou alors de
questionner. Donc, par exemple, un coach qui nous dit ah, bah, il y a telle course, est-ce que tu peux me créer, suivant mon approche et en fonction de l'historique de cet athlète, les 4 prochains mois, mais juste que je ne pars pas du feuille blanche, que je pars déjà de séances préconstruites et qu'après, moi, je puisse finaliser. C'est la direction dans laquelle on va. Et ensuite, la deuxième, c'est de dire, ah ben, un coach a par exemple créé sa direction avec ses approches sur les 4 prochains mois. Est-ce que la technologie peut questionner ses décisions et du coup le challenger un peu en lui disant, est-ce que tu es sûr de ça? Pourquoi tu as fait ça? Et juste que ça permette au coach de se poser des questions aussi sur, est-ce que là, j'ai pas oublié quelque chose? Ou est-ce que la technologie me dit ça, mais pour quelle raison? Et essayer de comprendre et de pousser un petit peu plus loin le raisonnement. Pousser un petit peu plus loin le raisonnement, du coup, si c'est un peu comme la distribution directe de vélos. C'est-à-dire que si dans l'avenir, j'imagine que le coach n'est plus là, Oui. c'est quelque chose qui est envisageable, c'est-à-dire qu'on passe directement de l'IA qui coach des milliers d'athlètes. Dans une certaine mesure, parce que nous, il y a toujours quelque chose, donc comme je le disais au début, ce qui est important pour nous, c'est aussi de garder le côté humain, que ce soit à travers l'athlète ou en tout cas à travers le coach, pardon, ou alors dans l'échange entre les athlètes à travers plus un aspect communautaire. Donc nous, c'est très important et on restera toujours avec cette possibilité d'avoir le coach qui fait partie de l'écosystème, du fait que notamment on souhaite travailler au plus haut niveau du sport et du coup dans les équipes World Tour, il y aura toujours un coach humain qui sera là, etc. Pour autant, aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se permettre, ou en tout cas n'a pas l'envie d'avoir un coach humain derrière à disposition. Et du coup, c'est de permettre d'apporter quand même cette technologie à n'importe qui, et du coup de pouvoir mettre directement en relation l'athlète avec l'IA. Je me fais l'avocat du diable, mais aujourd'hui, typiquement, quand je suis le CEA, quand je suis des entreprises ou des entreprises gouvernementales ou des entreprises de recherche, des choses très confidentielles, j'ai ma propre IA, souvent confidentielle, fermée, choses comme ça. La chose qui est la plus crainte aujourd'hui par tout le monde, c'est que ces data perso, et là en l'occurrence il y a des data énormément personnelles, parce que la santé, le physique, toutes ces choses-là, euh, vont entraîner un modèle. Est-ce que justement, parce qu'aujourd'hui tous les athlètes ont souvent les, les coureurs pros ont leur data sur Training Peaks depuis des lustres. Quand ils passent d'une équipe à l'autre, les données sont récupérées. Mais là, une IA, c'est pire que ça. C'est qu'une IA, elle peut avoir les données de 1 million d'athlètes, s'entraîner, et puis donner des tips, avoir des informations. Où est cette frontière confidentialité, progression? Alors, c'est un sujet très important et je pense que c'est un sujet qui est vraiment dans le cœur du temps, notamment avec des plateformes comme Strava qui ont commencé à aller sur ces sujets et qui ont accès à toutes les données de millions d'athlètes sur Terre. Nous, sur la partie, pour l'instant, c'est pour ça que je dis que c'est pas encore développé. On n'est pas encore, en tout cas, à ce niveau de développement et de réflexion. Mais il y a forcément des enjeux, un, de sécurité et deux, de confidentialité, du fait, par exemple, qu'on travaille avec beaucoup de sportifs professionnels et qu'on ne peut pas se permettre, d'un côté, d'utiliser les données d'un athlète pour faire mieux performer un athlète concurrent. Et surtout, la compréhension là-dedans, c'est aussi de comprendre la physiologie de chaque athlète, l'impact de son mode de vie, l'impact de euh, tout ce qui peut affecter notre performance. Et du coup, souvent, là où on trouve le plus de valeur, c'est de comprendre, par exemple, moi, Paul-Antoine, comment j'ai évolué dans le passé, qu'est-ce que mes données disent, mais pas forcément d'aller chercher d'aller chercher chez un autre athlète ce que ça a apporté. C'est vraiment d'essayer de comprendre chaque personne. Et maintenant qu'on a beaucoup, beaucoup de données, ça nous permet déjà de bien comprendre chaque individu, comment il fonctionne, et du coup, de ne pas chercher cette masse de données. Parce qu'une IA, elle peut faire rapidement analyser des millions de données, comparer typiquement prendre des mêmes VO2 max, des mêmes poids, des mêmes hauteurs de personnes, et dire ça a apporté tant de watts en plus avec tel entraînement. Du coup, je sais que sur cette personne-là, je peux l'appliquer. Ouais, et c'est un super sujet, notamment au niveau de la recherche. Dans tout ce qu'on connaît jusqu'à présent aujourd'hui, c'est souvent, si on prend l'exemple typique de la recherche, comment a été effectuée, c'était de dire, on a un groupe A et un groupe B. Le groupe A, on va le faire effectuer pendant 10 semaines des intervalles à VO2 max de 30-30 versus un groupe B qui va faire que de l'endurance pendant 12 semaines. Et est-ce que le groupe A est plus performant que le groupe B à la fin de ces 10 semaines?
et qui restent sur des conclusions scientifiques de on a pris 2 groupes d'athlètes, on fait le test, on voit ce que ça a donné et après on prend ça comme validité, on utilise ça et on l'applique à n'importe quel athlète. L'avantage de tout ça justement, c'est d'avoir accès à beaucoup plus de données et de pouvoir pousser la recherche et de comprendre, de dire qu'il y a peut-être, hem des sous-jacents là-dedans et des biais qui fait que, par exemple, sur notre exemple groupe A, groupe B, si c'était sur des athlètes de 30 ans, ça aurait, un très fort impact avec une augmentation de 15 mais sur un groupe, 2 groupes différents C et D d'athlètes de 50 ans, ce serait pas le même cas et du coup d'arriver à faire des recherches beaucoup plus précises et qui, du coup, nous apportent des conclusions qui peuvent être, beaucoup plus intéressantes sur, sur les conclusions qu'on apporte et sur, les principes de l'entraînement. Donc moi, je pense plus sur comment ça peut changer notre, l'évolution de la recherche, au cours du temps et comment on peut se permettre justement d'avoir, des techniques d'entraînement qui sont beaucoup plus, personnalisées et poussées. C'est un gros chantier auquel vous vous êtes attaqué. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Faire évoluer la technologie ou faire évoluer les mentalités? Clairement les mentalités, parce que forcément c'est comme tout, on a des habitudes, on est habitué à tel logiciel, à telle façon de fonctionner et qu'il faut, premièrement prendre le temps de comprendre quels sont ces nouveaux concepts, pourquoi ces concepts sont présentés en tout cas comme mieux que d'anciens concepts et du coup, en tout cas faire le pas vers cette nouvelle marche, et du coup c'est clairement aujourd'hui notre angle d'attaque est passé beaucoup de temps sur, l'éducation autour de nos termes, sur l'éducation sur comment utiliser la plateforme, l'éducation sur comment on peut gagner du temps en faisant, telle ou telle action et du coup d'essayer de faire évoluer au fur et à mesure ce fonctionnement. Moi, j'ai mal fait mon taf parce que j'ai pas pris la peine, enfin, du moins, j'ai pas pris le temps d'appeler des coachs avec lesquels je sais que tu as travaillé. Quels ont été les points qui ont fait que tu n'as pas travaillé avec certains? C'est-à-dire, c'est quoi leur laïus? Enfin, quelles sont les informations qu'ils te donnent lorsqu'on ne veut pas passer cette barrière-là, ou du moins essayer, ou Bah, le premier point, je pense que c'est toute histoire de start-up, c'est-à-dire que nous, en tant que fondateurs et entrepreneurs, on a l'envie et le besoin aussi de sortir le plus tôt possible un produit qui est pas forcément terminé, mais du coup, en tout cas, de le mettre, dans les mains des athlètes, des coachs, voir ce qu'ils en pensent, voir où sont les faiblesses, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'ils souhaitent en priorité également. Donc, je pense que c'est un point aussi de le premier point, c'est par rapport à hem, plus la psychologie, de chacune et souvent nous, ce qu'on appelle dans le milieu des startups, c'est les early adopters et donc certains qui vont avoir plus une mentalité et prêts à, accepter certains bugs, mais de voir la valeur des autres, fonctionnalités à proposer. Je pense que c'est le premier point qui a pu, dans les années précédentes, en tout cas, jouer sur certaines personnes, parce que le produit n'était pas encore assez poussé et qu'aujourd'hui, la principale raison peut être plus sur justement prendre le temps de vouloir faire le changement. C'est-à-dire qu'on est souvent habitué dans nos process à utiliser notre propre logiciel et du coup, c'est de prendre le temps de se dire: «Ah, cette semaine, j'ai vraiment envie de prendre le temps de passer à ce nouveau logiciel, de comprendre comment il fonctionne, d'inviter tous mes athlètes, de passer mes athlètes sur cette plateforme, de répondre à leurs questions, être sûr que c'est tout un est gros bien travail, connecté», quoi. Ouais. qui peut représenter un gros travail. Pour autant, dans les faits, qui ne l'est pas parce que tout est automatisé et nous, on essaye d'apporter le plus possible de ressources et de temps à ces personnes pour que tout soit le plus, simple et qui s'avère assez simple dans les faits. Par exemple, sur toutes les équipes, World Tour qui ont dû faire le changement, nous, on a mis beaucoup d'efforts et ça a été, au final très simple et ils sont habitués très rapidement et souvent, c'est plus la barrière, psychologique initiale qui est de dire, «Ah, ça va être un gros chantier», mais qui, au final, s'avère pas si gros que ça. Et à l'inverse, ceux qui ont plongé, ça a été quoi l'argument, ou plutôt qu'est-ce qu'ils te disent maintenant? Est-ce qu'ils Hem ont gardé Training Peaks à côté et du coup ils ont pris Vecta pour de l'analyse complémentaire, ou est-ce que ça a shifté directement?
Alors là où on a toujours eu énormément d'adoption, c'est sur la partie analyse. C'est-à-dire qu'on est tellement meilleur, je pense, que tout ce qui se fait aujourd'hui, que la partie analyse est directement passée sur Vecta. Et en fait, une fois que c'est connecté, c'est facile d'ouvrir les séances, d'ouvrir les graphiques sur Vecta plutôt qu'ailleurs, parce que ça fait gagner un temps fou. Euh, je roulais justement dimanche avec un ami qui est coach chez Total Energy qui me disait justement le changement que ça a eu lui sur son fonctionnement, sur la rapidité dans laquelle il peut faire des retours à ses athlètes dans les quelques minutes après lesquelles il rentre des séances, là où avant il passait par d'un côté TrainPix, ensuite aller sur des tableurs Excel où il gardait tout l'historique de tous les athlètes, copier, coller des valeurs, zoomer sur les graphiques, recevoir les valeurs, etc. Et que là maintenant, en fait, il fait tout ça directement dans Vecta de manière automatisée. Euh, donc il y a ce gros côté gain de temps. Et le deuxième point, c'est aussi sur la partie, sur les concepts et sur là où on veut aller. Beaucoup se rendent compte, et ce qui les a fait plonger, c'est qu'ils savent que le modèle TrainPix est dépassé, savent qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, entendent le développement de l'IA dans n'importe quelle industrie, et en tant que coach, ne l'ont pas vu forcément venir à eux jusqu'à présent. Et donc c'est pour ça que beaucoup aussi sont ouverts là-dessus, souhaitent faire le pas dans le sens où en tant que coach, il y en a beaucoup qui se posent la question: quel va être le futur de mon métier? Comment je vais réussir à continuer à trouver des athlètes face au poids de ChatGPT où beaucoup d'athlètes se tournent pour avoir des conseils, etc. Donc, ils essayent de comprendre un peu dans quelle direction aller et comment devenir ce coach version 2026 autour de ces sujets d'IA. Et donc, du coup, nous, on a beaucoup de questions. Moi, j'ai beaucoup d'échanges avec des coachs sur ces questions-là. Et du coup, de les aider à faire ce pas le plus rapidement possible et aussi de se différencier par ces axes-là. Paul-Antoine, parle-nous tarifs maintenant. Combien ça coûte à un athlète et à un entraîné si ça marche comme TrainingPix, parce que je me base sur cette formule-là. Alors justement, on a rechangé le modèle aussi dans le concept où TrainPix ou Nolio ou la plupart de ces plateformes sont basées sur un tarif par coach et ensuite un tarif par athlète avec souvent une accessibilité gratuite ou premium pour avoir plus de features du côté athlète. Nous, le choix qu'on a fait, c'est qu'on est là pour les athlètes. Au final, s'il y a l'intégration ou nous, on a coach, mais la finalité, c'est de permettre aux athlètes d'atteindre leurs objectifs, que ce soit n'importe quel objectif qu'il soit. Et donc, nous, le prix, il est par athlète, c'est 15 € par mois, à partir de 15 € par mois. Euh, et du coup, ça permet, un, de simplifier l'offre, et de deux, c'est permettre de dire, nous sommes là pour le soutien de chaque athlète dans la quête de ses objectifs, et aussi parce que nous, au niveau du business model et au niveau des frais de l'entreprise, c'est surtout sur du coup le coût de traitement des données, sur le coût de faire tourner nos modèles d'IA, et qu'en fait du coup c'est propre au nombre de données qu'on reçoit et du coup à ce que les athlètes peuvent voir. Derrière, le traitement d'un coach nous n'augmente pas nos coûts, donc c'est pour ça aussi qu'on a fait ce choix de dire nous le coût est uniquement par athlète, que ce soit pour un coach 10 ou 100 athlètes, le coût est par athlète. Et Pour boucler sur cette histoire de tarifs, Paul-Antoine, l'idée c'est que quand tu parlais que tu attirais des coachs, justement, c'est-à-dire que si eux, ils arrivent avec leurs 20 coachs, il va y avoir, tu disais, à partir de 15 euros, mais il va y avoir lui va avoir une formule pour ces différents athlètes? Ouais, bien sûr. Après, on a 2 versions. On a certains coachs qui souhaitent payer pour leurs athlètes et du coup, dans ce cas, s'ils ont beaucoup d'athlètes, on leur offre des réductions par volume. Donc un coach qui va arriver avec 100 athlètes, forcément, il y aura une grosse réduction. Et après, on a des coachs qui décident en disant: «Moi, je veux utiliser votre produit gratuitement et chaque athlète que j'entraîne doit payer son abonnement, Vecta». Ok. Quels sont les prochains jalons pour la startup Vecta? Le prochain jalon, c'est, déjà, nous, on s'est beaucoup développé. On avait fait le choix dès le début de se concentrer uniquement sur le cyclisme. Les prochaines étapes pour nous, c'est forcément l'ouverture à d'autres sports, donc que ce soit la course à pied, la natation et du coup forcément le triathlon. Et la suite, c'est aussi beaucoup de développement technologique, continuer à suivre notre vision et intégrer au fur et à mesure de plus en plus de fonctionnalités autour de l'IA et le traitement de ces données dans le produit. Il y a,
il y a des impératifs à ce que vous continuiez ou parce que c'est une start-up. Quand on est une start-up, qu'on fabrique quelque chose, il y a cette fameuse série A. Qu'est-ce qui pourrait correspondre en quelque sorte pour vous là? C'est un nombre d'abonnés? C'est quoi? Ouais, nous, c'est un nombre d'abonnés, c'est souvent les métriques qu'on mesure. C'est aussi beaucoup l'utilisation du produit, c'est-à-dire savoir combien de fois les athlètes viennent par jour, combien de temps ils passent sur l'application, qu'est-ce qu'ils y font, qui est très important parce que nous, ça nous permet d'un côté d'améliorer le produit, de comprendre ce qui leur plaît le plus, ce qui leur plaît le moins, et aussi derrière de pouvoir démontrer justement que certaines innovations plaisent vraiment et que du coup de pousser dans cette direction et de pouvoir continuer d'investir dans le développement de cette technologie. Pour remettre un petit coup Battle Training Peaks par rapport à cette plateforme novatrice, si tu devais résumer en une phrase l'idée de passer sur la plateforme Vecta. L'idée de passer sur la plateforme Vecta, point de vue coach, c'est vraiment tout ce qui est gain de temps et qualité des métriques et des insights récupérés. Deuxièmement, c'est d'être sur un produit au goût du jour, donc c'est-à-dire de suivre les tendances de l'IA et de suivre les tendances aussi de produits agréables à utiliser. Et côté athlète, c'est aussi surtout les athlètes qu'on vise, c'est ceux qui sont passionnés, c'est souvent ceux qui veulent soit améliorer leur performance, soit qui sont très intéressés de voir leurs données, etc., et qui veulent aller encore un petit peu plus loin. Donc c'est ce type de personnes que l'on vise et qui souvent aiment ce que nous faisons. Joinvecta.com, c'est ça? Joinvecta.com. Joinvecta.com. Pourquoi ce Join Vecta? Join Vecta, parce que Vecta était déjà pris, donc on a dû passer au D'accord, aussi Join. simple que ça. Aussi simple que ça. Et juste la petite mention peut-être, c'est qu'aujourd'hui Vecta est uniquement disponible en anglais. On a fait le choix de se concentrer sur une langue, donc ça reste un produit entièrement en anglais pour le moment. Côté marketing, vous avez un petit jeune que vous allez attraper. C'est un jeune qui a l'habitude de faire du jogging dans le Ventoux en chaussures de cale pendant le Tour de France, je crois, hein, c'est ça? Exactement, Chris Froome qui nous rejoint en tant que chef de l'innovation chez Vecta, et qui du coup nous permet d'apporter toute son approche de la performance, comment il a utilisé lui les données de son côté sur ces dernières années pour lui permettre de performer et de gagner 4 fois le Tour de France. Et du coup, c'est aussi comprendre quels sont les besoins au plus haut niveau, mais quels sont les besoins de n'importe quel athlète et de pouvoir le délivrer à travers notre produit de la manière la plus simple possible. On peut l'avoir un de ces quatre en podcast. Avec plaisir. Bon, super. Rendez-vous est pris. Paul-Antoine, tu es fondeur. Oui. C'est la fin de ce podcast. Merci d'y avoir participé. Je te pose une question. Si tu es fondeur, c'est que tu connais le Vercors, bien évidemment. Sûr. J'ai passé beaucoup d'heures. Le pays du ski de fond, le pays du nordique. Je ne sais pas si je répondrai à ça. Mais... pour quelqu'un qui est de la Haute-Savoie, c'est toujours dur. Alors nous, on a un petit partenaire qui s'appelle les Saveurs du Vercors. Magnifique. Qui fabrique des confitures. Alors nous, on est très Vercors. Hein. Notre camp de base est à Autran. Enfin, on est extrémiste Vercors. On a un petit partenaire qui s'appelle Les Saveurs du Vercors qui fabrique ces confitures. Tout vient d'un rayon de moins de 80 km. C'est produit transformé là-haut. Ça s'appelle Les Saveurs du Vercors. Et je vais t'offrir un pot de confiture. Voilà, c'est pas un vélo, c'est pas toutes ces choses-là. Donc le podcast s'appelle On va se refaire la cerise. Donc le pot de confiture est à la cerise. Eh bien, pas du tout. Je la fais à tout le monde. Le jour où quelqu'un me plante, je vais être loupé. Mais la confiture fraise rhubarbe. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Produit 100% dans le Vercors. Saveur-du-vercors.fr. Tu goûteras et j'invite nos auditeurs à aller découvrir. Il y a pas mal de produits. C'est bio. Il n'y a pas de saloperie dedans. C'est 100% fait Vercors, produit en Vercors. Et les fruits viennent pas loin du tout, justement. Paul-Antoine, un gros merde pour la suite de Vecta. Merci. Et puis à très vite avec le fameux Chris, j'espère. On va se revoir, voilà. À très vite, merci. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Abonnez-vous à votre plateforme de diffusion favorite afin d'être tenu au courant des dernières parutions. Allez sur le site l'expertvélo.com pour vous abonner à la newsletter, à la liste de diffusion, excusez-moi. Ça vous permettra de connaître nos dernières parutions. Je vous dis à très très vite pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'actualité de l'Expert Vélo sur www.l'expertvélo.com.